Bonjour à tous, ne faites pas attention au bazar derrière, c'est une salle de jeu, mais j'aime bien tourner dans cette salle de jeu, c'est une salle de jeu, et nous sommes mercredi et les enfants y jouent. Voilà, donc il y a un petit peu de bazar, voilà. Écoutez, je vais vous parler d'un sujet, que je voulais aborder avec vous, j'ai déjà abordé en live et tout ça. Ça concerne YouTube, mais particulièrement, au-delà de YouTube, ça concerne l'argent. J'ai juste un billet de 5. Qui traîne dans ma poche. Donc ça concerne l'argent, en fait, je voulais aborder avec vous un sujet qui me tenait à cœur, parce qu'en fait, vous savez, moi je consomme du YouTube depuis maintenant une dizaine d'années, quelque chose comme ça, un peu moins. Et je suis pas mal de youtubeurs, je regarde pas mal de contenu, j'ai suivi un peu les tendances de YouTube, les modes, les youtubeurs, ceux qui partent, ceux qui viennent, les nouveaux, les machins. Et moi j'ai remarqué une évolution en fait au niveau de YouTube, une grosse évolution sur le fonctionnement de YouTube et surtout sur l'argent, la monétisation et ce que les youtubeurs en font ou en montrent. Et voilà, je voulais aborder ce sujet parce que je trouvais intéressant d'échanger avec vous, donc encore une fois n'hésitez pas à commenter pour me donner votre opinion. Mais je vais revenir un peu dans le temps sur YouTube et la monétisation pour voir un peu comment ça se passait et voir un peu ce qu'il en est actuellement. Voilà, je vais pas parler de mon cas parce que là je vais parler des gros youtubeurs, je vais parler des youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés ou centaines de milliers d'abonnés, etc. Parce que je trouve que c'est plus intéressant au niveau de ce qui s'est passé. Alors, moi je trouve, encore une fois je vous parle comme ça, comme si je parlais à des potes, moi je trouve que sur YouTube, en 2013, 2014, 2015 en fait, YouTube était un peu à ses débuts de la monétisation, c'est-à-dire que les créateurs de contenu sur YouTube, qu'ils aient beaucoup d'abonnés ou pas, ils ont commencé à pouvoir monétiser leurs vidéos en mettant des pubs, des mid-rolls, des trucs comme ça et tout ça, donc les pubs au milieu, les pubs au début, les pubs à la fin et tout ça, ont commencé à pouvoir être rémunérés de leurs vidéos. Et c'est là où on a commencé en fait à entendre beaucoup parler de ça, des youtubeurs qui du coup étaient accusés par des communautés, des haters, des choses comme ça, étaient un peu accusés à se faire de l'argent facilement. Bon, ça c'est encore le cas actuellement, hein, mais c'est vrai qu'on entendait souvent il se fait de l'argent en faisant des vidéos, c'est pas un vrai métier, c'est pas ci, c'est pas ça. Et je trouve qu'il y a une bulle qui s'est construite comme ça autour des gros youtubeurs, une bulle en fait transparence vis-à-vis des revenus, parce que les youtubeurs disaient en fait on gagne pas tant que ça, YouTube ne rapporte pas autant que vous le pensez, YouTube rapporte beaucoup plus à la plateforme qu'aux créateurs, on n'est pas aussi rémunéré que ce que vous le pensez. Il y en a beaucoup qui avaient des métiers à côté, il y avait beaucoup de youtubeurs même qui avaient des millions d'abonnés mais qui avaient un métier à côté parce qu'ils étaient obligés de subvenir à leurs besoins et YouTube ne se suffisait plus. Et ça c'était le cas pendant des années. Et ensuite j'ai constaté que à partir de 2016-2017 il a commencé à y avoir des collaborations. Donc les youtubeurs, alors c'était déjà le cas avant, mais moi je te parle de ce que j'ai vécu moi, de ce que j'ai constaté. Et a commencé à y avoir des collaborations, du coup avec des marques et tout, des jeux vidéo, des marques en tout genre, les youtubeurs, youtubeuses lifestyle, c'était plus des aspirateurs, des trucs comme ça, tu vois. Donc il a commencé à y avoir des collaborations qui se faisaient, et là en fait pendant peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, jusqu'en 2018-2019, je trouve qu'il y a eu une montée, une levée de bouclier, une montée d'indignation de la part de la communauté, des spectateurs, qui estimaient en fait que les youtubeurs ne devaient pas faire de collab, ne devaient pas faire de pub, ne devaient pas collaborer avec des marques, parce que c'était des vendus. Et ça, Amixem en a parlé justement dans son reportage qu'il a tourné avec Zach Enrouli il y a quelques jours. Il l'a dit, en fait, on était dans une espèce d'ambiance où forcément, si un youtubeur collaborait avec marque, c'était un vendu. Alors, il y a eu des dérapages. Il y a eu des youtubeurs vendus, il y en a eu clairement. Il y a des youtubeurs qui vous ont fait des collabs sans jamais vous le dire que c'était des collabs, des collaborations masquées, ou même qui n'étaient pas du tout impartiales parce que les annonceurs, ils voulaient qu'ils disent certains mots alors que ça reflétait pas forcément leur opinion et tout ça. Donc il y a eu de toute façon des abus des créateurs vis-à-vis des collaborations. Mais le problème, c'est que ça faisait une généralité et que dès qu'un youtubeur faisait une collaboration, c'était forcément mal vu, c'était forcément un vendu, c'était forcément pas bien pour les abonnés, etc. Et ça a été le cas pendant genre 1 an, 2 ans, comme ça. Je trouve qu'il y a eu cette époque charnière où les youtubeurs qui disaient ne pas gagner beaucoup avec YouTube, du coup faisaient des collabs pour compléter ses revenus YouTube et pouvoir commencer à en vivre et quitter leur travail actuel ou investir dans des projets, tout ça. On a vraiment en fait cette impression que les youtubeurs ont commencé à en vivre de YouTube et de leurs vidéos grâce aux collabs et grâce aux revenus de YouTube et tout. Voilà, c'est un peu mon opinion. Et après, cette indignation vis-à-vis des collaborations s'est vachement calmée, même s'il y a encore malheureusement des créateurs qui abusent de leurs abonnés vis-à-vis des collabs, mais ça s'est vachement calmé.
Et je trouve que les collaborations sont maintenant devenues un peu monnaie courante dans les youtubeurs et sont devenues normales et acceptées. Alors après il y a collaboration et collaboration, voilà. Il y a certaines communautés qui n'aiment pas avoir des collaborations tout le temps, il y en a que ça te déplaît pas, et il y en a qui s'indignent, il y en a qui apprécient, etc. Moi je suis pas là pour juger qui apprécie quoi, je m'en fous complètement, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr c'est que c'est rentré dans les mœurs. Maintenant, un youtubeur qui fait des collaborations, c'est tout à fait normal. Il y en a qui font une collaboration par vidéo. Et c'est comme ça que les youtubeurs ont commencé à dire « Oui, je vis de YouTube, oui, je me verse 2000 € par mois net, oui, j'ai monté ma société, je peux me verser un salaire. » Mais il y avait toujours cette retenue où on entendait les youtubeurs, encore en 2017-2018, dire « Oui, c'est bon, j'en vis, mais je suis pas riche, YouTube ne m'a pas rendu riche, YouTube ne rend pas les gens riches, etc. » C'était une époque où encore... il y avait un côté où ils assumaient vivre de leur passion et de leur métier atypique, mais d'un autre côté, ils mettaient beaucoup de retenue en disant c'est pas pour ça que je suis riche, c'est pas pour ça que je gagne extrêmement bien ma vie ou quoi que ce soit, j'investis beaucoup dans le matériel, j'investis beaucoup dans les OP, j'investis beaucoup dans les productions, les gros projets et tout ça. Et il y a eu de nouveau une nouvelle époque charnière, et ça a été très vite. De toute façon, le monde de l'internet va très très vite, ça se bouscule, ça évolue extrêmement vite. Depuis 2018-2019 justement, je trouve qu'il y a eu comment dire, il y a une libération des youtubeurs mais colossale vis-à-vis de leurs revenus. Parce que en fait, il y a eu des révélations, parce qu'il y a des gens qui ont, des lanceurs d'alerte qui ont révélé les salaires des youtubeurs, les salaires des collaborations, des machins. Alors quand tu travailles dans le domaine, moi je travaille sur YouTube depuis 2016, donc j'étais conscient des prix qui étaient appliqués par les gros youtubeurs. Donc quand j'entendais un youtubeur qui avait 3 millions d'abonnés qui disait oui, je vis à peine, voilà, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours été honnête avec vous, pour moi, voilà, ils étaient pas clairs. C'était pas honnête de dire ça. C'était pas des gens riches, mais c'était pas honnête de dire ça. Mais en fait, depuis maintenant 2-3 ans, on a des youtubeurs qui assument complètement d'avoir du fric en fait. Ils assument complètement que oui, YouTube paye beaucoup, et c'est le cas, YouTube paye bien. Après, il y a des mois où il paye moins, le mois de janvier ça paye moins que le mois de décembre, etc. Mais de manière générale, moi j'ai 40 000 abonnés, j'en vis de YouTube, je me verse un bon salaire. Après, attention, j'ai pas de coûts de production, je change pas de matériel toutes les semaines, j'ai pas 50 caméras constamment avec moi, voilà, tout dépend du contenu. Un youtubeur qui fait des vidéos de bagnole comme Villebrequin, ou des vidéos comme Amixem ou des trucs comme ça, forcément il a des salaires à payer, il paye des monteurs, il paye des cadreurs, il paye des salariés, il paye des gens pour faire la prod, il paye une commerciale pour faire les collaborations, il paye une comptable vraiment en salarié. Moi j'ai un cabinet comptable externe, mais là il paye une comptable qui est carrément dans la boîte 24 heures, enfin 7 jours sur 7 ou 35 heures par semaine si tu veux. Donc on ne peut pas comparer du tout ma chaîne YouTube avec une autre. Moi je n'ai pas de charge en soi, j'ai pas de salarié, hormis moi j'ai pas de salarié, j'ai pas de cadreur, j'ai pas de monteur, j'ai fait appel à un cadreur, à un monteur une fois, c'est tout. J'ai pas besoin d'acheter du matériel toutes les semaines, j'ai pas de coûts de production parce que je vais devoir tourner dans un truc, il me faut du matériel, il me faut aussi. Le dernier truc que j'ai acheté, c'était ma vidéo randonnée par exemple, il me semble, où j'ai eu besoin d'investir 150 balles pour faire une vidéo parce que j'ai acheté des pompes, des trucs et tout. Mais voilà, j'ai pas de charge. Si demain je devais me mettre avec un monteur, déjà un monteur, ben, mon salaire il serait amputé forcément. Si je devais acheter aussi du matériel tous les mois, bah, ça serait amputé. Donc voilà, il faut vraiment faire à part des choses entre ma chaîne YouTube et le reste, ou les chaînes YouTube comme moi et le reste, voilà, ce n'est pas du tout pareil. Donc je suis pas en train de dire que les youtubeurs, les gros youtubeurs et tout sont riches à millions et tout, il y en a, mais je suis pas en train de dire qu'ils sont tous riches à millions, je dis juste qu'en fait ils ont j'arrive pas à trouver le mot. Ils se sont décomplexés complètement vis-à-vis de l'argent en fait. Maintenant, en 2022, maintenant, on voit énormément de youtubeurs qu'on a connus déjà depuis des années, qui ont maintenant des millions d'abonnés, profiter de la vie, s'acheter des bagnoles, partir en vacances à des milliers d'euros de vacances, s'acheter des montres de luxe, s'acheter des pompes Balenciaga, je pense à Mastu qui s'achète pas mal de pompes de luxe et tout, des trucs assez chers et tout, et moi j'ai aucun problème avec ça. Ah, je le précise, je fais pas cette vidéo pour leur casser du sucre sur le dos, au contraire, je trouve ça tellement plus sain, le YouTube game actuellement. Actuellement, je trouve ça tellement plus sain. On a des youtubeurs qui assument gagner bien leur vie grâce à leur métier, qui assument pouvoir se faire largement plaisir, mais en même temps, c'est des gens qui entreprennent, qui engagent des gens, qui payent des salaires, qui font contribuer quand même, qui contribuent aussi aux impôts, aux taxes, etc. Puisque voilà,
on n'a pas les mêmes taxes, je veux dire, moi ma société elle génère pas 50 000 balles pour une collaboration, donc forcément les taxes sont pas les mêmes, mais on a vraiment des youtubeurs qui sont libérés. On a par exemple, il y a eu le montage de la Redbox, où je trouve que ça a commencé à la Redbox. Je parle de la France, hein, peut-être qu'aux États-Unis c'était pas pareil, mais je parle de la France. Je trouve que le lancement de la Redbox avec Amixem, Vodka, Mastu, Joyka, Neoxy et tout ça, et ben en fait a été un tournant dans le YouTube Game qui a montré que oui, un youtubeur qui a quelques millions d'abonnés est capable d'investir, je sais plus combien, des centaines de milliers d'euros pour acheter un local et y installer d'autres youtubeurs. Oui, c'est possible parce que il gagne bien sa vie, tu vois, Amixem. Je parle beaucoup de lui parce que c'est un peu une référence dans le YouTube français, mais il y a le JDG, il y en a d'autres aussi, mais il est capable, tu vois. Donc ça veut dire que ça marchait bien, et quand tu fais un achat de plusieurs centaines de milliers d'euros, faut que ça marche bien depuis un petit moment déjà. C'est pas depuis 6 mois, les revenus sont bons, donc ça veut dire qu'il avait déjà des bilans qui étaient très bons depuis plusieurs années. Donc, avec cette Redbox, on s'est rendu compte qu'en fait, les youtubeurs, bah en fait, gagnaient bien leur vie. Ils font des vidéos qui sont de plus en plus quali, avec des coûts de production de plus en plus quali, mais aussi avec des collaborations de plus en plus chères. On est sur des tarifs qui dépassent les plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, une collaboration avec NordVPN, c'est pas 500 balles pour une promo en vlog ou en vidéo, etc. C'est des dizaines de milliers d'euros, mais c'est normal, tout se paye. Et de toute façon, tout fonctionne avec l'argent. De toute façon, le domaine du marketing, je suis dedans depuis 2013. C'est un domaine où l'argent est brassé mais par millions, tu vois, c'est des trucs, moi c'est des sommes qui m'ont choqué. Quand j'ai commencé à travailler dans le marketing avec mes sites internet, moi c'est des sommes qui m'ont choqué. Quand je voyais qu'il y a un mois où j'allais faire 13-14 000 euros de chiffre d'affaires, parce qu'après il faut retirer les cotises et tout ça, mais quand je voyais ça, je me disais mais c'est pas possible, la boîte ne va pas recevoir sur son compte ce mois-ci 14 000 balles, quoi, tu vois. En fait tu deviens une barjo, tu te dis mais c'est dingue parce que moi 14 000, mais je sais qu'il y a des milliers d'autres personnes qui vont toucher la même chose. Et j'en parlais avec des responsables de com et tout, et je leur disais mais c'est hallucinant les budgets com, et ils m'ont dit mais les budgets com c'est des millions d'euros qui sont dépensés. NordVPN quand ils font appel à ne serait-ce que 5 youtubeurs, c'est du 100, 150, 200 000 euros de budget, tu vois. Ça fait tourner la tête, mais c'est comme ça que ça marche. Et je trouve que actuellement sur le YouTube Game, ça, je termine comme ça la vidéo, mais sur YouTube Game, je trouve qu'on a on a vraiment des youtubeurs qui sont décomplexés, qui assument totalement bien vivre, qui assument totalement pouvoir se payer des belles baraques, comme le Vodka, qui a été vachement critiqué pour sa baraque, mais tant mieux pour lui s'il a pu se payer une baraque de ouf, tant mieux j'ai envie de dire, mais c'est très bien en fait, il n'y a pas de jalousie à avoir, mais voilà, ils assument avoir les moyens, ils assument y arriver, ils assument pouvoir se payer des trucs de ouf, des trucs hors de prix que nous ne pourrions pas nous payer, et ben c'est très bien comme ça. Moi je trouve que le YouTube Game est devenu vachement plus sain depuis qu'il n'y a plus ce brouillard autour des revenus du youtubeur, à faire croire que les youtubeurs en fait ne gagnent rien, c'est de la misère, etc. Alors qu'en fait il y en a plein qui gagnaient déjà bien leur vie il y a quelques années, hein. Je me rappelle d'un youtubeur qui avait dit qu'il gagnait, il se versait 2000 € net par mois. Et il avait été honnête, parce qu'il a dit, voilà, il faisait des millions de vues par mois, il a dit je me verse 2000 €, ma société me verse 2000 € net par mois. Et l'intervieweur lui a dit mais ça fait pas beaucoup compte tenu des vues et des estimations de revenus. Il a dit oui c'est sûr, mais après il faut savoir que je travaille chez moi, donc il y a une partie de son loyer que sa comptable peut compter comme un environnement de travail. C'est son matériel informatique, c'est sa boîte qui le paye, son téléphone c'est sa boîte qui le paye, les abonnements téléphoniques c'est sa boîte qui le paye, les abonnements internet c'est sa boîte qui le paye, ses déplacements c'est sa boîte qui le paye, sa voiture qui est en voiture de société c'est sa boîte qui le paye, son essence c'est sa boîte qui le paye, l'assurance c'est sa boîte qui le paye. Donc en soi oui 2000 € net par mois, mais derrière il y a peut-être 1000-1500 € de charges supplémentaires qui sont assumées par la société. Voilà, et c'est pas de l'abus de bien social. Là, en tant que société, t'as le droit d'avoir des biens qui appartiennent à la société. Comme moi, mon matériel et tout ça, ça fait maintenant des années que ça appartenait à ma société, les caméras, les trucs et tout. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire en commentaire. J'ai hâte de voir si vous partagez mon point de vue vis-à-vis du YouTube Game et j'arrive pas à avoir le mot, cette décomplexification. Ils sont décomplexés, quoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.